Le professeur Fadlo Khouri prend ses marques à l'université américaine de Beyrouth. Il a été intronisé fin janvier, 16e président de l'EUB. Ce fils d'une famille de notables originaires du sud Liban est le premier Libanais à occuper ce poste. Il succède à Peter Dorman à la tête de l'une des plus vieilles institutions académiques du pays. L'EUB fête cette année son 150e anniversaire. Le récit de Philippine de Clermont-Tonnerre. Des applaudissements nourris pour le professeur Fadlo Khouri, 16e président de l'université américaine de Beyrouth. Ce fils d'une famille de notables originaire de Marjeyoun, au Liban Sud, est le premier Libanais à occuper ce poste. À mon avis, il est très important que le nouveau président soit libanais, car cela signifie que l'université américaine de Beyrouth devient désormais l'université américaine pour Beyrouth et pour le monde arabe. Il est très important qu'une figure du monde arabe dirige une institution aussi prestigieuse que l'EUB. Pionnier en chirurgie, auteur de différentes études et recherches médicales, Fadlo Khouri succède à Peter Dorman à la tête de l'une des plus vieilles institutions académiques du pays. L'EUB fête cette année son 150e anniversaire. En 150 ans, cette université a eu une grande et profonde influence sur le Liban, le monde arabe et le monde dans son ensemble. Nous avons eu l'honneur de servir cette université et nous allons non seulement sauvegarder sa culture, mais aussi sa responsabilité, celle d'être une référence en matière de civilisation pour le Liban et le monde arabe. L'université pour tous, c'est l'objectif que s'est fixé le nouveau maître de l'EUB. Une vision conforme aux souhaits des missionnaires protestants américains qui ont fondé l'université en 1866. Pour tous, sans état de classe sociale, sans souci de couleur, de nationalité ou de religion, tout homme, blanc, noir ou jaune, chrétien, juif, musulman ou athée, peut s'inscrire et avoir tous les avantages de cet établissement. L'arrivée du nouveau président suscite énormément d'espoir au sein de la communauté estudiantine. Celle-ci proteste depuis plusieurs années contre l'augmentation significative et continue des frais universitaires. Le plus gros problème auquel nous faisons face depuis 2 ans est l'augmentation irrationnelle des frais universitaires et la plupart des étudiants ne sont pas en mesure d'obtenir une aide financière. C'est notre principale demande. Qui sait si le nouveau président pourra atteindre cet objectif et s'il pourra changer les choses? Il doit y avoir une relation transparente entre la direction et les étudiants. Cette relation n'existe pas actuellement. En 2014, le campus avait été paralysé par une grève après l'annonce d'une nouvelle hausse de 6% des frais de scolarité. 150 ans plus tard, l'université pour tous menacerait donc de se transformer en campus pour riches. Selon l'association des critiques et journalistes de bande dessinée, les femmes ne représentent que 12,4% de la profession. Mais elles sont déterminées à ne pas se laisser faire. Portrait de 2 dessinatrices françaises engagées avec Pauline Dame et Valériane Gauthier. Science-fiction, histoire, humour ou encore polar, entre toutes ces BD, a priori aucun point commun. Pourtant, à y regarder de plus près, un seul trait de crayon, celui de dessinatrices engagées contre le sexisme et qui comptent bien se frayer un chemin dans un univers encore dominé par les hommes. Bonjour, entrez, c'est par là. Lisa Mandel s'est lancée dans le 9e art en 2003. Là, je travaille sur l'adaptation en bande dessinée d'une enquête sociologique sur le milieu du porno. Un genre peu banal pour une femme, diront certains, et c'est bien ça qui l'agace. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on dise voilà une bande dessinée burnée, bien burnée, une auteure bien couillue, parce que voilà ma BD elle s'inscrit pas du tout dans une ligne féminine entre guillemets, un peu douce, un peu introspective, un peu légère, un peu à fleur de peau. Un machisme et une étiquette de femme qui lui colle au crayon. Le sexisme, il se traduit plutôt par les initiatives un peu foireuses, entre guillemets, que peuvent avoir certains salons, certains médias, certains organisateurs qui trouvent que voilà, qui manquent un peu d'idées, je pense, et qui trouvent que les femmes et la BD, c'est vraiment un super sujet. Et quand ça fait la 15e fois qu'on nous invite à des salons sur cette thématique, on en a un peu marre, quoi.
Pour combattre ces clichés, elle participe en 2015 à la création d'un collectif de dessinatrices nommé BD Égalité, avec un message on ne peut plus clair. Ce mouvement revendique 147 dessinatrices sur les 173 que compte la profession en France, parmi elles Pénélope Bagieux. Connue pour ses personnages féminins bourrés d'humour, exposés dans cette galerie parisienne, des créations qui lui ont souvent valu l'étiquette d'album girly. Quand on sait que l'auteur est une femme, on va plutôt dire que c'est une BD de fille. Déjà, rien que ce mot de fille, ça passé un certain âge, ça devient un peu ridicule, mais personnellement, je lis beaucoup de bandes dessinées et je pense que je me suis jamais préoccupée de savoir si elle avait été écrite par une femme ou pas, et surtout si elle avait été écrite pour moi ou pas, en fait. Engagée et culottée, comme le nom du blog dessiné qu'elle vient de lancer. Elle y raconte le destin hors norme de 25 femmes audacieuses. Son premier portrait n'est autre que celui de Clémentine Delay, la femme à barbe, figure célèbre de la belle époque, devenue la mascotte des poilus. Le Roquefort est l'un des fromages les plus célèbres au monde. Il est fabriqué dans un petit village de 700 âmes, au pied du rocher du Combalou, dans la région des Grands Causses. Vous êtes ici, vous y emmène ce soir. Le village de Roquefort, dans le sud de la France, s'est développé autour des fleurines, des failles dans la roche dans lesquelles s'engouffre le vent. Les hommes ont aménagé des kilomètres de tunnels pour récupérer l'air extérieur et le faire circuler dans les caves où mûrissent les fameux fromages. Visite dans les caves de Delphine Carle, maître affineur depuis 3 générations. C'est l'un des secrets les mieux gardés de l'Aveyron. Mais on murmure son nom dans le monde entier. Roquefort. Quand on parle de Roquefort, ça renvoie à certaines valeurs, à un certain imaginaire. Diderot l'avait couronné le roi des fromages. J'ai conscience de fabriquer un produit d'exception qui fait partie du patrimoine gastronomique français, oui, ça c'est clair. À la pointe sud du Massif central se cache le petit village de Roquefort. C'est au pied du rocher du Combalou que cette cité de 700 habitants a pris ses racines. Ici, on fabrique du Roquefort depuis le Moyen-Âge. En 1925, c'est la consécration. Roquefort devient le premier fromage de nos terroirs à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Le secret d'un fromage d'exception passe d'abord par son lait. On le doit à une espèce locale, la brebis lacône. Sur les 7 maisons qui produisent du Roquefort, une seule respecte encore les méthodes ancestrales. Dans la famille Carle, on affine un fromage entièrement fabriqué à la main, avec le lait cru du jour depuis 3 générations. C'est très important d'avoir un lait le plus frais possible, donc c'est pas la peine d'aller le chercher à l'autre bout du département, puisque nous on va travailler avec le lait du jour. Et très important d'avoir des producteurs qui élèvent leurs brebis de manière traditionnelle, avec beaucoup de pâturage à l'herbe. D'un bon lait, on fera un bon Roquefort. Si on n'a pas de bon lait, c'est pas possible, quoi. Pour arriver à ce Roquefort de 3 kilos, il a fallu 14 litres de lait de brebis et 3 mois de patience. L'aspect du Roquefort, c'est avoir un bleu bien réparti, une pâte ivoire, pas trop blanc non plus, ivoire. Voilà, c'est vraiment la couleur caractéristique d'un bon Roquefort. Et avec un bleu ni trop sombre, ni trop clair. Voilà, tout est dans la subtilité, le Roquefort. Dans ces caves, Delphine ne veille pas seulement sur ses fromages. Elle garde aussi un précieux secret. L'élaboration du champignon qui donne ses veines bleutées au fromage, le fameux Penicillium roqueforti. Chez les Carle, c'est dans le pain qu'on le cultive. Ce pain, ça donne cette poudre. C'est notre trésor, ça, c'est le Penicillium roqueforti. Le champignon est dilué dans le lait caillé. Pour se développer et prendre sa couleur bleutée, il a besoin d'air. Dernière opération avant la mise en cave, le piquage qui permet une aération parfaite du fromage. Et là, vous voyez les trous. Voilà. Alors là, les ouvertures sont faites et après, le bleu va se nicher dans ces ouvertures-là.
Quelques étages plus bas, sur des travées en bois de chêne, les roqueforts vont sommeiller pendant près d'1 mois. C'est l'affinage. À mesure que le pénicillium se développe, la couleur, la texture et le goût des fromages vont se transformer. On ralentit ensuite l'évolution du champignon grâce à un emballage protecteur. Pour faire de ce simple fromage de brebis un roquefort, il fallait un dernier miracle. Une ventilation naturelle, fruit d'un phénomène géologique exceptionnel. Les fleurines. Les fleurines, ce sont les trous souffleurs en occitan. C'est un système de failles créé par le glissement de masses rocheuses. En glissant, elles se sont fracturées et donc elles ont formé des fissures. Donc c'est ces fissures qui parsèment cet enchevêtrement de blocs qu'on appelle les fleurines. À Roquefort, ceux qui connaissent le mieux les fleurines, ce sont les affineurs, qu'on appelle ici les cueilleurs de vent. Oula, là ça souffle. Jacques Icard est maître affineur pour la maison Société. Les fleurines qui soufflent dans ces caves plongent jusqu'à 200 mètres sous terre. Voilà, là on se trouve au cœur de l'éboulis du Combalou. C'est un enchevêtrement de roches dans lequel l'air s'engouffre, circule à l'intérieur, se charge d'humidité et arrive dans nos caves pour ventiler et amener l'humidité nécessaire à l'affinage. Ce que j'appelle moi le poumon des caves de Roquefort. Les deux obsessions de l'affineur, c'est la température, qui ne doit pas être trop élevée au moment où on amène les fromages dans les caves. Et puis il y a le taux d'humidité de nos caves. Jamais moins de 8 degrés, jamais plus de 12, et 95% d'humidité toute l'année. Le Roquefort a besoin de cette constance pour fleurir et faire saliver les gourmets. Je crois que le Roquefort, c'est comme une sorte de virus. Une fois qu'on l'a attrapé, qu'on est un peu tombé dans sa marmite, on se rend compte que c'est tout un monde et tout un univers voilà, dans lequel on se régale de plonger. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.